Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'œil de l'été. L'Atlético Madrid s'offre Joao Félix au prix fort et lance la folle danse du mercato. Que faut-il en penser? On commence donc avec la très grosse nouvelle du jour, puisqu'en levant la clause libératoire du portugais Joao Félix, fixé à 120 millions d'euros, l'Atlético Madrid enroule un prodige et renfloue les comptes du Benfica, mais est-ce vraiment un bon coup? Déjà on peut au moins estimer que c'est un coup relativement surprenant. Alors bien sûr c'est pas la première fois qu'on entend parler de Joao Félix, qui sort d'une saison de très haut rang à Lisbonne, qui vient de fêter sa première cape en sélection nationale, et dont le transfert était pressenti depuis quelques jours, mais quand même, on parle d'un gamin de 19 ans, qui a qu'une saison en pro dans les jambes, et encore, plutôt une demi, parce que c'est qu'à partir de 2019 qu'il s'est véritablement imposé, qui évolue dans un championnat que son équipe écrase. Alors Benfica cette année c'est un titre de champion arraché à Porto, mais c'est aussi 5-1 contre Boavista ou Portimonense, 6-0 contre Maritimo, 10-0 face au Nacional. Voilà, quelles sont les garanties qu'on a en Félix? Un crack, un vrai, et pas une étoile filante qui vient de faire 5 bons mois contre des cylindrés de seconde zone. Déjà il faut dire que le portrait qu'on a brossé pourrait largement être plus flatteur. Depuis la nomination de Bruno Lage au poste d'entraîneur principal et son repositionnement en tant que second attaquant, d'un 4-4-2 très fluide, Félix c'est, en 2019 donc, et toute compétition confondue, 17 buts, pour 10 passes décisives, dont des réalisations de la plus haute importance contre Porto, le Sporting, ou ce triplé mythique face à Francfort en quart de finale d'Europa League. C'est aussi un joueur qui a subjugué le monde du foot par sa qualité technique hors norme, déviation en une touche, passe tranchante et lumineuse, conduite de balle chaloupée, friandise en tout genre, mais toujours lucide. Il y a dans son jeu, déjà à 19 ans, des moments de génie pur. Des moments franchement exceptionnels, des moments fourrés classe, mais tout ça avec beaucoup de maturité et de sérénité. Tout ça, toujours au service de l'efficacité. On n'a donc pas tant l'impression d'être en compagnie d'un mec qui amuse la galerie, mais plutôt un gamin qui sent profondément le football, dont les intuitions sont bonnes, et qui ne pêche pas à la réalisation. Donc le talent est là, pas de problème. Comme illustré par la superbe analyse de Piotr Foot, dont je vous recommande au plus haut point la vidéo, et évidemment la chaîne dans son ensemble, au-delà de la qualité technique de Félix, il est aussi très fort dans les déplacements. Il a une vraie intelligence tactique, et sait trouver l'espace entre les lignes. Alors comme je le disais tout à l'heure, son meilleur rôle c'est sûrement celui de second attaquant, dans un 4-4-2, et c'est d'ailleurs ce poste qu'il a occupé pour sa première cape contre la Suisse en demi-finale de Ligue des Nations, c'était aux côtés de Ronaldo. Dans les faits, il est pourtant un vrai électron libre, qui aime beaucoup décrocher, au moins d'un cran, à la manière d'un trequartista, un 9,5. Pour compléter le tableau, on peut dire qu'il est droitier, mais aussi très adroit du pied gauche, et qu'au-delà de sa qualité de passe, qui est vraiment de top niveau, calibre élite, il a également une bonne frappe de balle, super pure et très forte. Il a marqué quelques buts de l'extérieur de la surface, souvent dans un style très relâché, et puis plus généralement sa qualité de finition est excellente. Un but en moyenne tous les 4 tirs, et de vrais bons instincts dans les 16 mètres, même de la tête par exemple. Alors maintenant la question qui nous intéresse c'est, est-ce que c'est une bonne recrue pour l'Atlético? Aujourd'hui on a certes de moins en moins de clubs à forte identité stylistique, qui incarnent un football bien précis, mais on peut dire sans risque de se tromper que l'Atlético de Simeone fait exception. Pressing soutenu, groupe de guerriers, passion pour la défense et le sacrifice. Intuitivement, c'est pas le genre d'équipe qu'on associerait à Joao Félix, qui pour tout son talent technique, pêche un peu sur le plan physique. À 19 ans, le portugais pèse 64 kg pour 1m80 et il explose vite à l'impact. Surtout, il ne brille pas par son énergie et manque d'endurance. En 2019, il a démarré toutes les rencontres de son équipe, soit 29 matchs, toutes compétitions confondues, mais a été remplacé à 13 reprises, et manque de jus en fin de rencontre. Sans ballon, il est également assez tactiquement indiscipliné, et ne jouit pas d'une grande culture défensive. À bien des égards donc, le match avec l'Atlético semble imparfait, et on imagine qu'il va lui falloir quelques leçons particulières en matière de cholismo. Après, il faut pas être caricatural non plus. L'Atlético c'est pas seulement courir et défendre, c'est aussi courir et attaquer. Et pour toute la rugosité, pour toute la lucha et la garra qu'elle incarne, y a quand même une tradition de très haut niveau technique, et notamment de transition électrique, jouée avec beaucoup de classe. Du coup, quand on connaît la qualité de Félix dans cet exercice, lui qui voit très bien et très vite les espaces, qui a une qualité exceptionnelle dans le jeu de déviation et de remise, et particulièrement en mouvement,
Bah là en revanche je vois une forte affinité avec la manière dont l'Atlético aime conduire ses phases offensives. Et puis peut-être à la manière d'un Griezmann, là où je trouve que Joao Félix fait forte impression, c'est par la confiance et la sérénité qu'il dégage. Surtout à 19 ans, ça a l'air d'être un monstre de sang-froid. Tire déjà les pénaltys cruciaux de Benfica, semble rarement agité ou nerveux. On peut également mentionner le fait que l'Atlético de Simeone est l'une des très rares équipes du gratin européen à continuer à miser sur un 4-4-2, qui, comme on l'a vu à Benfica, est vraiment le système préférentiel de Félix, c'est un vrai second attaquant. Et c'est à partir du changement de système de Bruno Lage qu'il a performé, il est particulièrement à l'aise aux côtés d'un buteur plus fixe, d'une pointe classique autour de laquelle il peut tourner. Cette année c'était le Suisse Aris Seferovic, dans ce domaine l'Atlético a pour l'instant Diego Costa et Alvaro Morata, il y a une promesse de complémentarité. Alors ensuite, au-delà des affinités techniques et tactiques, on peut également évoquer une question de trésorerie. Et l'Atlético vient d'encaisser 3 énormes chèques. Pour Lucas Hernandez, qui file au Bayern 80 millions, pour Rodri, dont Manchester City a payé la clause libératoire 70 millions, enfin, et bien sûr pour Griezmann, qui va rejoindre le Barça dans quelques jours contre 120 millions d'euros, les coffres sont pleins. Et puis au-delà de la question du remplacement numérique et sportif de Griezmann, on peut estimer qu'un club comme l'Atlético a besoin d'une nouvelle tête de gondole. On peut estimer qu'un club comme l'Atlético, qui vient de perdre l'un des tout meilleurs joueurs du foot mondial, sans aucun conteste, son leader technique et médiatique, sa figure de proue, a besoin de frapper un grand coup, pour ne pas rester amputé de stars trop longtemps. D'ailleurs, à ce sujet, c'est intéressant de s'arrêter quelques instants sur la composition de cet Atlético 2019-2020, puisqu'en plus de Félix, 126 millions d'euros, Marcos Llorente a signé en provenance du Real pour 30 millions. Hector Herrera en fin de contrat à Porto est arrivé libre, même si on part d'une prime à signature de 20 millions. Godin a filé à l'Inter, mais le Felipe de Porto, 20 millions, devrait prendre sa place aux côtés de Jiménez, avec également l'arrivée de Ronan Lodi en défenseur gauche. Il y a du changement un peu partout, mais le 11 est plus que respectable. Hector sera sûrement un sub de luxe, mais au milieu t'as beaucoup de possibilités avec Koke, Saúl, Llorente donc, mais aussi Thomas Partey. Thomas Lemar, ça va encore être une équipe pas facile à bouger. Pour conclure donc, est-ce que Félix vaut vraiment 126 millions d'euros ? Bah honnêtement je sais pas. Et comme souvent en football, même au-delà, c'est pas facile d'être très tranché. On peut estimer par exemple que, malgré la somme ahurissante, il y avait plus de garanties sur Mbappé, qui avait été absolument étincelant en Ligue des Champions, 6 buts en 9 matchs avec Monaco, dont des réalisations contre City, Dortmund, la Juve, et auxquelles on voyait moins de faiblesses potentielles que Félix. Il y a aussi des doutes qui existent sur sa capacité à se fondre parfaitement dans le moule de Simeone. Alors, il y a des éléments de symbiose qui existent, qu'on repère, notamment avec le jeu de transition offensive de l'Atlético. Il fit aussi très bien avec le 4-4-2 par exemple, mais qu'est-ce que ça va donner au niveau de la rigueur, des efforts, de la culture défensive, à la fois dans l'attitude mentale et la grinta, mais aussi d'un point de vue tactique ou physique. Après cela dit, et même si je trouve que toute chose égale par ailleurs, le prix payé est sans doute un peu fort, faut pas oublier que l'achat détermine la valeur. Et qu'en payant aussi cher, si l'Atlético veut revendre Joao Félix dans 2 ans par exemple, il aura que 21 ans, et ce premier transfert aura largement conditionné son coût. Donc, dans une certaine mesure, ça semble assez difficile de faire une grosse moins-value sur lui. A l'inverse, s'il fonctionne bien, la plus-value peut être démentielle. Et la preuve d'ailleurs, c'est qu'il a été blindé avec un contrat de 7 ans. C'est extrêmement rare, et honnêtement, j'en connais pas beaucoup de plus longs. Il y a Saúl Ñíguez qui a prolongé en 2017 pour 9 ans. Ils font pas vraiment les choses comme les autres dans ce club. Mais un contrat de 7 ans donc, et une clause libératoire de 350 millions d'euros. Autre point intéressant, c'est quand on sait à quel point l'indemnité de transfert n'est qu'une partie de l'équation. Et quand on regarde le salaire de Félix par exemple, 7 millions net annuels apparemment, c'est là une économie énorme par rapport à celui de Griezmann, qui était de 20 millions. C'est aussi considérablement en dessous par rapport à d'autres joueurs à l'âge comparable. Mbappé 18 millions, Dembélé 12 millions, il y a plein de paramètres qui entrent en jeu. Et à chacun de se faire un avis, ou de le suspendre, et préférer être surpris. Grande nouvelle de la nuit, c'est la victoire du Pérou sur le Chili, 3-0. En écartant les doubles tenants du titre, les Péruviens confirment leur montée en puissance et s'offrent une improbable finale de Copa América contre les hôtes brésiliens. Ils auront fort à faire, parce qu'ils ont déjà croisé le Brésil en phase de groupe, et ça s'est très mal terminé. Défaite 5-0, il faut dire qu'on a du mal à voir l'écart se résorber aussi significativement, aussi vite. En revanche, et à l'image de ces statistiques récupérées via l'application mobile OneFootball, il faut pas sous-estimer la capacité des Péruviens à mener une lutte acharnée.
Contre le Chili, 35% de possession, 9 tirs à 19, seulement 3 cadrés, mais 3 buts. On a aussi vu une équipe mettre énormément d'énergie à la récupération et se projeter de manière très tranchante. Attention. Un peu plus tôt dans la soirée et après prolongation, les Pays-Bas sont venus à bout de la Suède et accèdent à la finale de la Coupe du Monde féminine. Les Oranges rencontreront les Américaines, grandissimes favorites, en Gold Cup. Et grâce à un doublé de la nouvelle pépite de Chelsea, Christian Pulisic, les États-Unis font tomber la Jamaïque 3-1 et rencontreront en finale le Mexique, choc au sommet, dans les nuits de dimanche à lundi pour la suprématie continentale. Enfin, et pour conclure cette vidéo, je vous propose 2 paris. Le premier, c'est qu'on regarde de la robustesse retrouvée du Pérou, de son agressivité et peut-être aussi de la tension qui va entourer cette finale. Pour les autres, je les vois résister bien mieux qu'en phase de groupe. Alors ce sera sans doute pas suffisant pour faire tomber ceux qui restent quand même d'énormes favoris, mais un pari comme le Brésil ne gagne que d'un but seulement, qui est coté à 3, me paraît pas inintéressant. Mon deuxième prono lui concerne le match pour la 3ème place de la Coupe du Monde féminine, qui va opposer l'Angleterre à la Suède, et où les Anglaises me semblent largement supérieures aux Suédoises. Alors vous avez la cote victoire sèche de l'Angleterre, qui est à 1,65, qui est pas mal, mais j'ai trouvé plus intéressant, je pense, c'est la victoire de l'Angleterre sans encaisser de but, qui est à 2,68, et il faut savoir qu'avant d'en encaisser 2 contre les États-Unis en demi-finale, qui était peut-être un peu la finale de Coupe du Monde avant l'heure, l'Angleterre ça restait sur 4 clean sheets consécutifs, dont une victoire 2-0 contre le Japon en groupe, et 3-0 face à la Norvège en quart. Elles ont une défense très solide, ça me semble pas déraisonnable du tout, et la cote est très sympa. Voilà, en tout cas les amis, c'est donc la fin de cet épisode de l'œil de l'été, et j'espère bien sûr qu'il vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre, comme d'habitude, un petit like, un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater la suite des événements sur la chaîne, vous pouvez comme d'habitude vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et c'est de loin la meilleure manière de m'encourager. De notre côté, et après avoir parlé du PSG le week-end dernier, on se retrouve dès samedi pour aborder la situation de l'OM. D'ici là, bien sûr, passez avant tout une très bonne soirée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à bientôt. Bisous.